Il suffit d'imaginer un instant qu'il existe quelque part sur cette planète Hmm. un simple petit bout de mer. Un endroit qui détient le pouvoir absolu de faire tourner ou de paralyser complètement l'économie mondiale entière. Ouais. C'est pas un immense coffre-fort caché, ni le siège d'une banque centrale. Exactement. C'est juste un minuscule bras d'eau, genre si étroit qu'on peut presque apercevoir l'autre rive par temps clair. C'est vrai que c'est un espace géographique dont les dimensions, elles défient toute logique en fait. C'est dérisoire sur une carte, mais l'impact quotidien sur l'industrie et les marchés mondiaux est juste monumental. C'est clair. Et c'est exactement le sujet de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. L'objectif de cette analyse, surtout pour les étudiants qui nous écoutent et qui cherchent à décrypter un peu ces dynamiques géopolitiques complexes, Ouais, c'est crucial de comprendre ça. c'est de voir comment d'anciennes routes commerciales pacifiques se sont transformées en l'un des théâtres de lutte de pouvoir les plus intenses de l'ère moderne. On se base sur des documents hyper détaillés sur l'histoire de ce lieu mythique, le fameux détroit d'Ormuz. Ce passage névralgique entre l'Iran au nord et Oman au sud, voilà. D'ailleurs, avant de plonger là-dedans, un petit rappel à notre audience. Pour soutenir ces analyses, pensez à vous abonner à la chaîne Chartinova, à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Tout à fait. Et pour vraiment saisir l'ampleur de ces luttes humaines, faut d'abord regarder comment ce terrain de jeu s'est formé. Ouais, la naissance du truc. Voilà. Bien avant que la moindre civilisation ne s'affronte, ce sont carrément les forces tectoniques qui ont façonné ça. On remonte à environ 35 millions d'années. 35 millions d'années, ouais. Un remaniement cataclysmique. La plaque arabique, qui était poussée vers le nord très lentement, est rentrée en collision directe avec l'immense plaque eurasienne. Et ça, même si c'est imperceptible à notre échelle, ça déploie une force d'une violence inouïe, non? Ah c'est colossal. Et ça a eu un double effet mécanique. D'abord, ça a fermé progressivement l'océan Thétis, un très vieil océan qui séparait ces deux masses. D'accord. Et ensuite, sous le choc, la croûte terrestre s'est littéralement froissée, tu vois. Ça a créé les majestueux monts Zagros en Iran, D'où le relief très particulier de la zone. c'est ça. Et par un effet de bascule, le poids de cette nouvelle chaîne de montagnes a fait s'affaisser la croûte juste devant. Cette gigantesque dépression s'est remplie d'eau et paf, ça a donné le golfe Persique actuel. Donc le détroit d'Ormuz, c'est en fait... C'est la cicatrice, le point de pincement ultime de cette collision tectonique. C'est quand même fascinant de se dire que toute la géopolitique moderne repose sur une simple anomalie géologique. Moi, je vois ça comme un entonnoir naturel. Ouais, c'est une très bonne image. C'est genre une autoroute géante qui drainerait tout un continent, mais qui se rétrécit d'un coup dans un couloir minuscule. À son point le plus resserré, le détroit fait à peine 33 à 55 km de large. C'est à peine la distance d'un marathon. Exactement. Sauf que ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le détail géologique qui change tout, c'est pas sa largeur. Non, c'est la profondeur. La profondeur moyenne du détroit d'Ormuz, c'est environ 80 mètres. Et en navigation commerciale, cette caractéristique bathymétrique, c'est le paramètre ultime. 80 mètres, ça paraît pas si profond dit comme ça. Pour un passage aussi étroit, c'est exceptionnel. Et c'est précisément ça qui permet aux supertankers de passer. Ah oui, avec leur tirant d'eau énorme. Exactement. Ces navires colossaux ont besoin de dizaines de mètres de dégagement sous la coque. Si l'eau était moins profonde, de disons quelques mètres seulement, ces mastodontes de l'énergie pourraient physiquement pas passer. La nature a donc créé un péage absolument parfait. Un couloir super étroit, mais juste assez profond pour nos plus gros navires. Et les chiffres de nos sources donnent le vertige. Vas-y. 20 à 30% de tout le pétrole transporté par voie maritime dans le monde passe par là. C'est énorme. Ça fait en moyenne 20 à 21 millions de barils chaque jour. C'est la seule sortie pour l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats, le Koweït, sans parler du gaz naturel du Qatar. 20 millions de barils par jour, ouais. Et comme tu disais, vu que ce péage naturel est si parfait, l'humanité n'a pas attendu le pétrole pour se battre pour le contrôler. C'est clair. On remonte à quand, là, Adair? Dès l'âge du bronze. Les sources montrent que vers 2600 avant notre ère, les marchands sumériens utilisaient déjà ce passage. Les Sumériens, ouais. Ils échangeaient avec la vallée de l'Indus. On a retrouvé des tablettes d'argile qui parlent de navires remplis de cuivre omanais, de bois de teck pour les bateaux et de lapis lazuli. Le fameux lapis lazuli, ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui nous suivent, faire ces recherches historiques et compiler ces données, ça demande pas mal de boulot. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à Chartinova et à laisser un commentaire pour enrichir le débat, ça nous aide énormément. C'est vrai que le soutien de l'audience est précieux. Et pour reprendre notre chronologie, le truc le plus fou se passe au Moyen-Âge. Avec le royaume d'Ormuz. Ah, celui qui a donné son nom à Détroit. Tout à fait. Fondé au XIe siècle sur une petite île super aride, ce royaume est devenu un entrepôt commercial d'une richesse mais stupéfiante. Mais ils produisaient rien eux-mêmes si c'est... Non, c'était que de la logistique et de l'intermédiation. Ils régulaient les épices, la soie, l'or et les perles entre l'Inde, l'Arabie et la Perse. Marco Polo est passé par là au XIIIe siècle.
Et il en dit quoi? Il décrit une ville d'une opulence folle, très cosmopolite, avec un luxe tellement tapageur que certains chroniqueurs l'appelaient la, je cite, Sodome et Gomorrhe de l'Orient. Waouh! Sodome et Gomorrhe, carrément. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste. Ce modèle médiéval, il était basé sur l'échange, même s'il y avait des taxes. Et puis les colons européens arrivent... Voilà, la vraie rupture, c'est le XVIe siècle. Les Portugais cherchent à tout prix à contourner le monopole ottoman sur l'Asie. Et ils débarquent dans le golfe Persique en force. avec Afonso d'Albuquerque, c'est ça, hein? C'est lui, entre 1507 et 1515, ces galions surclassaient totalement les navires locaux avec leur artillerie lourde, ils prennent l'île par la force et hop, construisent une forteresse massive avec des canons pointés direct sur les chenaux de navigation. C'est fou parce que d'un point de vue stratégique, on dirait que les Portugais ont inventé le concept moderne de blocus maritime artificiel. C'est exactement ça. Ils ont mis en place le système du Carthage. En gros, tout navire devait s'arrêter sous les canons, payer une taxe énorme pour acheter ce laissez-passer. Et s'ils refusaient, Navire coulé, cargaison confisquée. C'était la stratégie du déni d'accès version XVIe siècle. sauf que la marchandise, c'était des épices. Et c'est là qu'il y a un gouffre entre le passé et aujourd'hui. Couler un navire plein de poivre à l'époque, ça n'a rien à voir avec bloquer un supertanker de brut de nos jours. La vulnérabilité n'est pas la même. Les épices, c'était du luxe. Si un bateau n'arrivait pas, quelques marchands faisaient faillite à Venise, mais la société s'effondrait pas. Exactement. Alors qu'avec le pétrole découvert en Iran en 1908, on change de dimension. C'est plus du profit, c'est la survie de la civilisation industrielle. Si on bloque le pétrole, on paralyse l'agriculture, l'électricité, les chaînes d'approvisionnement mondiales. Tout s'arrête. Et face à ce danger énorme, la communauté internationale a bien essayé d'intervenir, non? Ouais. D'où les lois sur le transit. Ouais. En 1982, avec la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, ils ont créé le droit de passage en transit sans entrave. Ça veut dire quoi concrètement pour les navires? Ça veut dire que tout navire civil ou militaire a le droit absolu de traverser un détroit international rapidement et en continu, sans que les pays côtiers ne l'en empêchent. Sur le papier, c'est beau, mais dans la réalité, ça marche pas ici. C'est comme, je sais pas, définir des règles pour une autoroute, alors que les voisins refusent de reconnaître à qui appartient le goudron. C'est une super analogie. Parce que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont pleinement ratifié cette convention. Ah ouais, déjà, ça coince. Et puis, il y a la géographie. Depuis 1971, l'Iran revendique 12 000 nautiques d'eaux territoriaux depuis ses côtes, soit environ 22 km. Mais attends, si Oman fait pareil en face dans un détroit de 33 km, ça se chevauche physiquement, non? Exactement. Leurs zones se superposent. Et le pire, c'est que les fameux chenaux profonds de 80 mètres dont on parlait, ceux pour les supertankers, ils sont en plein dans ce que l'Iran considère comme ses eaux souveraines exclusives. L'impasse totale. On a un besoin vital de libre-échange d'un côté et des revendications territoriales intraitables de l'autre. Et quand la loi marche pas dans un espace de si confiné, c'est la force militaire qui prend le relais. Tragiquement, oui. Les années 80 l'ont prouvé avec la guerre des tankers pendant le conflit Iran-Irak. Entre 84 et 88, c'est ça? Près de 400 navires endommagés. L'Iran a miné le détroit, ce qui a forcé l'Occident à intervenir. L'opération Praying Mantis, menée par les Américains, où ils ont détruit la flotte iranienne. Voilà, parce qu'une frégate américaine avait sauté sur une mine. Mais le paradoxe, et les sources insistent là-dessus, c'est que malgré ce chaos et les mines, les pétroliers continuaient de passer. Le détroit est resté ouvert. Parce que c'était encore une guerre navale classique, un combat symétrique. Sauf que cette défaite en 88, ça a forcé l'Iran à changer totalement de stratégie, non? Complètement. Face à des géants comme la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, l'Iran est passé à la guerre asymétrique. C'est devenu le cœur de leur défense. Et là, on change les règles de la physique militaire. Au lieu d'avoir un gros destroyer, c'est comme essayer de combattre un essaim de guêpes fulgurante avec un canon lourd. C'est très bien résumé. Les systèmes antiaériens modernes, même les meilleurs, ils ont une limite physique du nombre de cibles qu'ils peuvent engager en même temps. Ouais, ils peuvent pas tout viser. Exactement. Donc la tactique iranienne, c'est l'essaim. Des dizaines de petites vedettes ultra rapides en fibre de verre, furtives au radar, qui foncent en même temps sur une cible avec des roquettes. Et le relief les aide beaucoup. Ah oui, les côtes montagneuses de l'Iran sont pleines de cavernes fortifiées où ils cachent des batteries de missiles mobiles qui tirent et disparaissent direct. Et puis maintenant, il y a les drones. C'est la menace ultime, pas chère et redoutable. Un drone à quelques milliers de dollars peut détruire le radar principal d'une frégate à 1 milliard. C'est dingue. Et c'est cette accumulation de tactiques asymétriques qui nous mène fatalement à l'événement majeur décrit dans nos sources, la fameuse crise de 2026. Alors, petite précision très importante avant de détailler ça. Oui, il faut absolument qu'on soit clair là-dessus pour notre audience. Nous ne faisons que rapporter les faits décrits dans les documents d'analyse, de manière totalement neutre. On ne prend aucun parti ni pour la coalition américano-israélienne, ni pour la réponse iranienne.
Tout à fait. C'est purement analytique pour comprendre ce séisme géopolitique et économique. Exactement. Donc, d'après nos sources, tout s'emballe avec cette opération militaire Epic Fury menée par les États-Unis et Israël, Des frappes préventives majeures, et qui se solde par la mort du guide suprême de l'Europe, Ali Khamenei. ce qui a déclenché la réaction que tout le monde redoutait, le déploiement total de cet arsenal asymétrique iranien direct dans le détroit d'Ormuz. Le 28 février 2026, Voilà. Les essaims de drones, le minage massif de nouvelle génération, les vedettes rapides. En quelques heures, toute traversée est devenue suicidaire pour les cargos. et en plus de ça, Téhéran a imposé ses propres règles. D'un coup, bon, non? Ouais, des conditions draconiennes. Autorisation obligatoire des gardiens de la Révolution, obligation de suivre des couloirs minuscules et même des tentatives d'imposer des péages. Ce qui est fou historiquement, c'est que là, le détroit était virtuellement fermé. Chute de 90 à 95% du trafic. Du jamais vu. Même pendant la guerre des tankers, ils n'avaient pas réussi à faire ça. Et là, en quelques jours, c'est figé. Mais pourquoi les navires se sont arrêtés d'un seul coup? C'est pas qu'une question militaire, c'est surtout financier. Quand une zone devient aussi dangereuse, les assureurs maritimes à Londres la classent en risque extrême. Et les primes explosent. Les primes d'assurance pour faire passer un supertanker coûtaient plus cher que le pétrole qu'il y avait dedans. Donc les armateurs ont juste ordonné à leur flotte de s'arrêter avant d'entrer dans le Golfe. C'est fou. Retirer 20 millions de barils par jour d'un coup, l'onde de choc économique a dû être, mais instantanée. Catastrophique, explosion du cours du brut. En Asie et en Europe, les usines pétrochimiques se sont retrouvées à sec et ont arrêté de produire. Les prix à la pompe, qui paralysent la logistique terrestre. Et des pics d'inflation mondiaux qui détruisent la rentabilité de toute l'agriculture industrielle. Le monde à l'arrêt. Nos sources expliquent qu'au-delà des cessez-le-feu négociés dans l'urgence, les conséquences diplomatiques à long terme vont être vraiment complexes à gérer. Bah oui. Les analyses prospectives sont claires, hein. La force militaire classique ne suffira plus à sécuriser ces eaux. Pour que les armateurs reprennent confiance, il va falloir de nouvelles garanties diplomatiques internationales. Peut-être avec de nouveaux garants régionaux? C'est une piste. La dissuasion occidentale a montré ses limites face à un déni d'accès asymétrique aussi éclaté. Le constat est vraiment saisissant quand on prend du recul. De la plaque tectonique qui se plie il y a des millions d'années jusqu'au drone de 2026, c'est toujours le même petit couloir de 33 km. Toujours le même espace. Les Sumériens avec leurs bois, les galions portugais et leurs canons, les frégates des années 80 et aujourd'hui les essaims furtifs. La marchandise change, la technologie aussi, mais l'obsession de contrôler ce bout de mer reste la même. L'ambition humaine semble juste emprisonnée par cette géologie implacable. C'est exactement ça. En tout cas, c'était une mécanique fascinante à décortiquer. Et avant de conclure cette plongée, je rappelle à notre audience que s'abonner à Chartinova, commenter avec vos propres pistes de réflexion et aimer cette vidéo, c'est vital pour qu'on puisse continuer à vous proposer ces décryptages. C'est le nerf de la guerre, ouais. Et justement, pour clore cette analyse, les sources nous poussent vers une réflexion plus globale, presque philosophique. Vas-y. Ce qu'a prouvé la crise de 2026, c'est qu'un simple bras de mer peut littéralement mettre à genoux la civilisation industrielle. Mais est-ce que cette vulnérabilité extrême ne va pas forcer une transition accélérée? Tu veux dire repenser totalement nos fondations énergétiques? Exactement. Historiquement, un goulet d'étranglement perd son pouvoir si la ressource qu'on y fait passer n'a plus de valeur, ou si on trouve une autre route. Genre des oléoducs continentaux massifs ou l'abandon pur et simple des hydrocarbures. Voilà. Le jour où l'humanité tournera la page du pétrole par contrainte écologique ou survie stratégique, toute cette tension géopolitique s'évaporera. C'est une pensée fascinante. Ce détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui l'épicentre des angoisses mondiales, il pourrait juste redevenir ce qu'il était au départ, un vestige géologique tranquille, Un paisible chénal de 81 mètres de profondeur. où il n'y a plus que le bruit des vagues qui viennent s'écraser sur les roches des monts Zagros.